La partie 1, c'était des indices laissés par accident. La partie 2, c'est différent. Ces trois hommes ont fait le travail des enquêteurs à leur place. Ces criminels se sont dénoncés eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui pousse un criminel à se dénoncer lui-même? Darren Dillonwind avait mis le feu à la maison entière pour effacer ses traces. Il avait planifié, organisé, tenté de tout détruire. Et pourtant, la croûte de pizza abandonnée sur la table avait suffi à le condamner. On pourrait croire qu'il est difficile de faire pire comme erreur, mais le cas suivant va vous prouver le contraire, parce que le prochain criminel dont nous allons parler n'a même pas pris la peine de quitter les lieux avant de laisser derrière lui une preuve d'identité complète, avec son nom, ses photos, son profil entier, visible sur l'écran d'un ordinateur allumé. Cette histoire porte sur Nicholas Stephen Wigg. En matière criminelle, les enquêteurs passent parfois des semaines à chercher l'identité d'un suspect. Ils épluchent les caméras de surveillance, recueillent des témoignages, analysent des empreintes. Mais, en juin 2014, dans le Minnesota, un cambrioleur a simplement offert son identité complète à la police sans même s'en rendre compte. Il avait réussi le plus difficile. Entrer par effraction, voler plusieurs objets de valeur et quitter les lieux sans être vu. Mais il avait oublié de cliquer sur un seul bouton. Ce détail allait le mener directement derrière les barreaux. Le cambriolage. En juin 2014, un résident du Minnesota rentre chez lui après plusieurs heures d'absence. Dès son arrivée, il comprend immédiatement qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Une fenêtre a été forcée, la maison est complètement en désordre. En inspectant les lieux, il constate la disparition de plusieurs objets. De l'argent comptant, des cartes de crédit, une montre de valeur, un carnet de chèques, divers objets personnels. Le propriétaire contacte immédiatement la police. La découverte sur l'ordinateur. En attendant les policiers, le propriétaire inspecte sa maison pièce par pièce. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Son ordinateur est allumé. L'écran affiche une page Facebook ouverte. Mais il ne s'agit pas de son propre profil. Quelqu'un s'est connecté à un Facebook personnel depuis son ordinateur. Et cette personne a oublié de se déconnecter. Le compte ouvert appartient à un certain Nicholas Stephen Wigg. Le propriétaire peut voir son nom, ses photos, son profil au complet. En voulant consulter les réseaux sociaux pendant le cambriolage, Nicholas venait de laisser sa carte d'identité numérique en plein milieu de la scène de crime. Un cambrioleur vraiment trop à l'aise. Lorsque les policiers arrivent sur place, ils découvrent que Nicholas ne s'était pas contenté d'utiliser furtivement l'ordinateur. Il semble s'être installé confortablement dans la maison pendant un certain temps. Les enquêteurs relèvent plusieurs détails révélateurs. Il a retiré ses propres vêtements mouillés, les a abandonnés sur place et a enfilé des vêtements appartenant à la victime avant de repartir. Le procureur du comté résumera la situation avec une formule respectée célèbre. Il s'est vraiment chanté chez lui. L'arrestation. Grâce au profil Facebook laissé ouvert, les policiers identifient Nicholas en quelques minutes. Ils le localisent rapidement. Lors de son arrestation, les agents font une constatation qui ne laisse aucun doute sur sa culpabilité. Ils portent au poignet la montre volée appartenant à la victime. Les enquêteurs retrouvent également sur lui des clés de la voiture de la victime, ainsi que d'autres objets dérobés lors du cambriolage. Un dossier quasiment parfait. Pour les enquêteurs, le dossier constitué est d'une solidité rare. Ils disposent du compte Facebook laissé ouvert sur la scène du crime, des vêtements abandonnés par le suspect, des objets volés retrouvés en sa possession au moment de l'arrestation et de la montre portée au poignet lors de son interpellation. Rarement,
un cambriolage aura laissé autant de preuves directement identifiantes. Cette affaire est devenue virale partout dans le monde parce qu'elle représente l'une des erreurs les plus élémentaires qu'un criminel puisse commettre à l'ère numérique. Nicolas avait réussi l'intrusion, le vol, la fuite. Mais il s'était assis devant l'ordinateur de sa victime, avait consulté Facebook et avait oublié de cliquer sur « Déconnexion ». À l'heure où les réseaux sociaux font partie du quotidien de presque tout le monde, cette histoire rappelle une réalité simple. Sur Internet, chaque connexion laisse une trace et parfois, cette trace suffit à tout faire s'effondrer. Nicolas avait oublié de cliquer sur ce bouton. Une déconnexion manquée et toute son identité s'était retrouvée exposée sur la scène de crime. C'est le genre d'erreur qu'on pourrait qualifier de passive. Une négligence, un oubli, un moment d'inattention. Mais l'histoire que nous allons aborder maintenant est d'une toute autre nature. Parce que le prochain criminel n'a pas simplement oublié de faire quelque chose. Il a activement choisi de se photographier avec sa victime et d'envoyer cette image à quelqu'un d'autre. Pas une erreur commise par distraction, une décision prise en pleine conscience qui allait le conduire directement devant les tribunaux. Cette histoire est celle de Maxwell Marion Morton. Parmi toutes les façons dont un criminel peut se faire prendre, celle de Maxwell figure sans doute parmi les plus stupéfiantes jamais enregistrées dans les annales judiciaires américaines. Non pas parce qu'il a été trahi par une technologie sophistiquée, ni parce qu'un témoin inattendu l'a dénoncé, mais parce qu'il a lui-même décidé de documenter son crime et de l'envoyer à quelqu'un d'autre avec un sourire, quelques minutes à peine après les faits. Cette affaire est survenue le 4 février 2015 dans la petite ville de Janet en Pennsylvanie. Et elle est rapidement devenue un cas d'école étudié aussi bien par les forces de l'ordre que par les spécialistes des comportements criminels. Elle illustre de manière saisissante comment les réseaux sociaux utilisés sans discernement peuvent transformer un meurtrier en son propre délateur. 2 adolescents dans la même ville. En 2015, Maxwell Marion Morton et Ryan Mangan sont tous les deux âgés de 16 ans et vivent à Janet, une petite municipalité du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie à environ 50 km à l'est de Pittsburgh. Les 2 adolescents se connaissent depuis plusieurs années et évoluent dans le même cercle social. Rien en apparence ne distingue leur quotidien de celui de n'importe quel autre jeune de leur âge dans une ville de cette taille. Selon les informations qui émergeront au fil de l'enquête et du procès, le lien entre les 2 garçons serait toutefois plus complexe qu'il n'y paraissait. Des tensions liées à un trafic de stupéfiants auraient progressivement empoisonné leur relation sans que leur entourage immédiat ne perçoive clairement l'ampleur du conflit qui couvait entre eux. Le 4 février 2015, Ryan Mangan est retrouvé mort à son domicile de Janet. Les enquêteurs du comté de Westmoreland sont rapidement appelés sur place et concluent sans ambiguïté à un homicide. La nouvelle se répand rapidement dans la communauté et sème la consternation. Ryan n'avait que 16 ans. Personne ne comprend encore ce qui a pu se passer. Au départ, les policiers ne disposent que de très peu de pistes concrètes. Comme dans la plupart des enquêtes pour homicide, ils entreprennent de rencontrer les proches, les amis et les personnes gravitant autour de la victime. Ils espèrent un témoignage ou un détail qui leur permettrait d'orienter leurs recherches. Mais l'affaire va connaître un tournant absolument inattendu et extrêmement rapide. La photo qui change tout. Quelques heures seulement après la mort de Ryan, alors que l'enquête en est encore à ses balbutiements, une adolescente prend contact avec la police. Elle dit avoir reçu, via l'application Snapchat, une image qui l'a profondément troublée. Les enquêteurs examinent la capture d'écran qu'elle leur remet et comprennent immédiatement qu'ils viennent de mettre la main sur un élément capital. La photographie montre Maxwell debout devant un miroir. Il sourit à l'objectif, mais derrière lui, clairement visible sur le sol, se trouve le corps de Ryan.
Maxwell n'avait pas jugé utile de s'éloigner de la scène de crime avant de prendre ce selfie. Il l'avait au contraire envoyé à une connaissance via Snapchat, visiblement convaincu que l'image disparaîtrait dans les secondes suivant sa réception, comme le prétendent les fonctionnements habituels de cette plateforme. C'était une erreur fatale. La destinataire choquée et lucide avait eu le réflexe de faire une capture d'écran avant que le message ne s'efface. À l'époque, de nombreux utilisateurs et Maxwell semblent en avoir fait partie, croyant encore que les photos envoyées sur Snapchat disparaissaient définitivement et sans laisser de traces. Cette croyance, largement répandue chez les adolescents de cette période, allait directement le conduire à sa perte. La perquisition et les preuves supplémentaires. Munis de la capture d'écran, les enquêteurs obtiennent sans difficulté un mandat de perquisition visant le domicile de Maxwell. Lors de cette perquisition, ils saisissent son téléphone cellulaire et en confient l'analyse à leurs techniciens spécialisés. L'examen de l'appareil révèle rapidement plusieurs éléments supplémentaires qui viennent renforcer les soupçons pesant sur lui. Des messages échangés dans les heures entourant le meurtre, ainsi que des photographies conservées dans la mémoire du téléphone qui s'ajoutent au tableau déjà accablant dressé par la capture d'écran Snapchat. Les enquêteurs disposent désormais d'un dossier solide. En quelques heures à peine, depuis le signalement de l'adolescente, l'identité du suspect est établie, les preuves numériques sont sécurisées et une arrestation est imminente. Une enquête qui aurait pu durer des semaines ou des mois venait d'être résolue grâce à une photo prise par le meurtrier lui-même. Les aveux et le mobile. Confronté à l'ensemble des preuves réunies contre lui, Maxwell finit par admettre son implication dans le meurtre de Ryan. Selon les informations communiquées par les enquêteurs et reprises par plusieurs médias pennsylvaniens, le mobile du meurtre serait lié à un conflit ayant pour origine un trafic de drogue. Les détails précis de la dispute qui a dégénéré en homicide n'ont pas tous été rendus publics, mais l'hypothèse d'une querelle liée à un deal qui aurait mal tourné semble avoir été retenue par l'accusation. La question du jugement comme adulte. L'affaire soulève rapidement une question juridique centrale. Maxwell n'avait que 16 ans au moment des faits. Devait-il être jugé dans le système de justice pour mineurs ou transféré dans un tribunal pour adultes? Les procureurs du comté de Westmoreland soutiennent fermement que la nature préméditée et la particularité froide du geste, assassiner quelqu'un puis envoyer une photo souriante de la scène, justifie pleinement un procès dans le système des adultes. Cette position l'emporte. Le procès attire une couverture médiatique importante tant l'affaire est atypique. Les procureurs s'appuient sur les preuves numériques, les aveux partiels de Maxwell et le témoignage de la jeune fille qui avait reçu le selfie et eu la présence d'esprit d'en faire une capture d'écran. La défense tente de faire valoir le jeune âge de l'accusé et les circonstances du crime sans parvenir à convaincre le jury. La condamnation. En 2017, Maxwell est reconnu coupable du meurtre de Ryan Mangan. Le juge prononce peine pouvant s'étendre sur plusieurs décennies, tenant compte de la gravité du crime et du comportement de l'accusé dans les heures ayant suivi le meurtre. Pour la famille de Ryan, la condamnation représente une forme de justice, aussi imparfaite soit-elle, face à la perte de leur fils de 16 ans. L'affaire Maxwell est aujourd'hui citée dans de nombreuses formations destinées aux enquêteurs, aux spécialistes de la cybercriminalité et aux éducateurs qui travaillent avec des jeunes sur les usages des réseaux sociaux. Elle illustre plusieurs réalités simultanément. D'abord, la croyance selon laquelle Snapchat garantit l'effacement définitif des images s'est révélée, dans ce cas comme dans d'autres, une illusion dangereuse. Une simple capture d'écran suffit à figer une photo censée être éphémère et à la transformer en pièce à conviction. Ensuite, cette affaire témoigne d'un phénomène que les psychologues et criminologues ont cherché à comprendre. Pourquoi un individu qui vient de commettre un crime grave éprouve-t-il le besoin de documenter et de le partager? Certains experts parlent d'arrogance, d'autres évoquent un besoin de reconnaissance ou une incapacité à mesurer pleinement les conséquences de ses actes.
Un phénomène peut être exacerbé chez les adolescents dont leurs circuits cérébraux liés à l'évaluation du risque sont encore en développement. Quelle qu'en soit la raison, Maxwell a commis un double acte d'une imprudence absolue. Tuer Ryan, puis photographier la scène et l'envoyer à quelqu'un d'autre. Dans cette affaire, les enquêteurs n'ont pas besoin de chercher leur suspect. Il s'était lui-même livré, s'ouvriant, les pouces sur l'écran, de son téléphone. Maxwell croyait que Snapchat effacerait tout. Il pensait que la technologie travaillait pour lui, qu'elle allait faire disparaître la preuve de son crime en quelques secondes. Cette confiance aveugle dans un outil numérique l'a perdu. Mais l'affaire suivante nous ramène à une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, où les téléphones intelligents étaient de la science-fiction et où la police ne disposait d'aucun outil génétique pour identifier un meurtrier. Et pourtant, c'est précisément cette affaire qui a tout changé, parce qu'elle est la première dans l'histoire du monde à avoir utilisé l'ADN pour confondre un criminel. Ce qui rend la façon dont il a finalement été pris encore plus extraordinaire. Après avoir réussi à déjouer le dépistage le plus ambitieux jamais organisé par une force de police, Colin Pitfork a été dénoncé par quelqu'un qui l'avait entendu parler dans un pub. L'histoire de Colin Pitfork est aujourd'hui considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire criminelle moderne, non pas simplement parce qu'il est le premier meurtrier au monde à avoir été confondu grâce à la technologie de l'identification génétique par ADN, mais aussi parce que les circonstances de sa capture tiennent autant du roman policier que de la comédie humaine. Après avoir réussi à contourner le plus grand dépistage ADN jamais organisé, après avoir soudoyé un complice pour lui substituer un échantillon biologique, après avoir fait croire pendant des mois à la police qu'il avait coopéré comme tout le monde, c'est une conversation tendue dans un pub qu'il a finalement perdue. Cette affaire a changé pour toujours la façon dont les enquêteurs du monde entier abordent les scènes de crime. Elle a démontré qu'un profil génétique pouvait non seulement identifier un coupable, mais aussi innocenter un innocent. Et elle a rappelé, avec une ironie presque cruelle, que même le plan le mieux élaboré peut s'effondrer à cause d'un être humain incapable de garder un secret. Le Leicestershire sous le choc, 2 meurtres, une même ombre. Le comté de Leicestershire, situé dans le Midland anglais, est en temps normal une région tranquille marquée par ses paysages ruraux et ses petites villes ouvrières. Mais au cours des années 80, cette quiétude est brutalement brisée par des crimes qui vont terroriser la population locale pendant plusieurs années et mobiliser des ressources policières considérables. Le 22 novembre 1983, une adolescente de 15 ans, prénommée Linda Mann, quitte la maison d'une amie pour rentrer chez elle à Narborough, un village de Leicestershire. Elle n'arrivera jamais à destination. Son corps est découvert le lendemain matin sur un chemin isolé appelé le Black Pad, non loin de l'hôpital Carlton House. L'autopsie révèle qu'elle a été violée et étranglée. Les enquêteurs de police mènent une investigation intensive, mais malgré plusieurs centaines d'interrogatoires et d'importantes ressources mobilisées, aucun suspect crédible n'est identifié. L'affaire reste non résolue. 3 ans s'écoulent, puis, le 31 juillet 1986, une autre adolescente de 15 ans, Dawn Ashworth, disparaît à son tour dans le même secteur, à Enderby, un village voisin. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard dans un chemin de campagne appelé Ten Pound Lane, à quelques kilomètres seulement à l'endroit où Linda Mann avait été tuée. Les similitudes entre les 2 affaires, l'âge des victimes, la nature des violences et la proximité géographique amènent rapidement les enquêteurs à soupçonner que les 2 meurtres ont été commis par le même individu. La région est plongée dans un climat de peur et de suspicion généralisée. Une technologie révolutionnaire, la naissance du profilage génétique. C'est dans ce contexte d'impasse judiciaire que les enquêteurs vont se tourner vers une technique scientifique alors toute nouvelle, développée à quelques kilomètres à peine des scènes de crime. Le professeur Alec Jeffries
généticien de l'Université de Rochester, avait mis au point en 1984 une méthode permettant d'établir ce qu'il appelait une empreinte génétique, une représentation unique du profil ADN d'un individu, aussi distinct que ses empreintes digitales. Jeffreys lui-même n'avait pas initialement envisagé d'application criminelle à sa découverte, mais les possibilités ouvertes à cette technique dans le domaine judiciaire étaient immenses. En 1986, les enquêteurs de Rochester prennent contact avec le professeur Jeffreys et lui soumettent les prélèvements biologiques recueillis sur les 2 scènes de crime. L'analyse génétique confirme que les policiers présentaient déjà les 2 meurtres ont été commis par le même individu. Mais elle permet également une découverte d'une importance capitale. Un jeune homme de 17 ans, nommé Richard Buckland, qui avait été arrêté et s'était même incriminé lors d'un interrogatoire pour meurtre de Dawn, est formellement innocenté par les analystes ADN. Son profil génétique ne correspond pas aux traces retrouvées sur les victimes. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire mondiale qu'une personne est disculpée d'un crime grâce à la technologie de l'ADN. Une percée aussi importante à sa façon que l'identification du coupable elle-même. L'opération sans précédent, le plus grand dépistage collectif. Fort de ces résultats, le chef de l'enquête, le superintendant David Baker, prend une décision historique. Pour la première fois dans l'histoire de la criminologie, une force de police lance un dépistage génétique collectif à grande échelle. L'opération baptisée Blood Testing dans la presse britannique consiste à inviter l'ensemble des hommes de la région, âgés entre 17 et 34 ans, habitant ou travaillant Nerbo Road, Enderby et Little Hope, à se présenter volontairement pour fournir un prélèvement sanguin ou salivaire. Entre janvier et novembre 1987, plus de 5000 hommes répondent à cet appel sans précédent. Chaque prélèvement est soigneusement analysé, comparé au profil génétique du meurtrier inconnu. C'est un travail colossal, long et méticuleux, qui mobilise des équipes entières de laborantins et de policiers. Les médias britanniques suivent l'opération avec une attention soutenue. Jamais rien de tel n'a été tenté nulle part dans le monde. Et pourtant, malgré les milliers d'échantillons analysés, le profil du meurtrier ne trouve pas de correspondance. L'opération semble aboutir à une impasse. La raison de cet échec apparent, les enquêteurs ne la connaissent pas encore. L'un des hommes qui aurait dû fournir son échantillon a trouvé le moyen de ne pas le faire. Colin Pitchfork, un visage ordinaire, un double crime. Colin est en apparence un homme tout à fait banal. Il est né en 1960, il travaille comme boulanger dans la région de Rochester, il est marié et père de 2 jeunes enfants. Ses collègues et voisins le décrivent comme quelqu'un de sociable et sans histoire particulière. Rien dans son quotidien visible ne laisse transparaître la réalité de ce qu'il a fait. Lorsque le dépistage collectif est lancé, Colin comprend immédiatement que sa participation pourrait lui conduire à sa perte. Il sait que son ADN correspond à celui trouvé sur les 2 victimes. Il doit donc trouver un moyen de ne pas fournir son propre échantillon tout en faisant croire aux autorités qu'il a bien coopéré. Il élabore un plan d'une audace peu commune, qui repose entièrement sur la complicité d'un collègue. La supercherie Ian Kelly se présente à la place de Colin. Colin approche l'un de ses collègues de travail, un homme nommé Ian. Il lui fabrique une histoire de toutes pièces pour justifier sa demande. Il prétend avoir déjà fourni l'échantillon à la place d'un ami dans le passé et craint que la police ne le découvre et ne l'accuse d'avoir interféré avec l'enquête. Kelly, qui n'est pas au courant des crimes commis par Colin, se laisse convaincre de lui rendre ce service. Pour que la supercherie soit crédible, Colin modifie la photographie figurant sur sa carte d'identité et la remplace par celle de Ian. Ce dernier se présente alors aux autorités en se faisant passer pour Colin. Il fournit l'échantillon demandé et repart sans éveiller les soupçons. Dans les registres de la police, Colin
est dès lors considéré comme ayant participé au dépistage et n'étant pas le meurtrier. Donc, le véritable meurtrier croit alors avoir échappé à tout danger. Pendant quelques mois, le stratège fonctionne parfaitement. L'enquête piétine. Les enquêteurs manquent de pistes. Et Colin continue de suivre sa vie apparemment normale à quelques kilomètres des endroits où il a commis ses crimes. Le pub, la conversation et l'enfant qui a tout changé. La chute de Colin ne viendra pas d'une avancée technologique supplémentaire ni d'une erreur commise sur une scène de crime. Elle viendra d'une conversation ordinaire dans un pub ordinaire un soir d'août 1986. Ian Kelly, qui avait gardé le secret pendant plusieurs mois, finit par parler lors d'une soirée dans un pub local, alors qu'il est en compagnie de plusieurs collègues de la boulangerie où il travaille avec Colin. Kelly raconte l'histoire. Il explique qu'il a fourni l'échantillon ADN à la place de Colin. Il semble considérer l'anecdote comme une bravade amusante, une aventure un peu folle dont il peut parler, sans avoir la moindre idée des raisons réelles pour lesquelles Colin avait eu besoin de cette substitution. Parmi les personnes attablées ce soir-là se trouve une femme qui entend la conversation. Contrairement aux autres présents, elle ne prend pas l'histoire à la légère. Elle comprend immédiatement ce que cela pourrait signifier dans le contexte de l'enquête en cours, dont la région entière est informée. Quelques jours plus tard, elle prend contact avec la police et rapporte ce qu'elle a entendu. L'arrestation et les aveux. Dès que les enquêteurs reçoivent le signalement, ils reprennent méthodiquement les registres du dépistage collectif. Ils retrouvent rapidement les traces de Colin, qui s'est présenté à la session de prélèvement et constate que certains éléments de son dossier ne correspondent pas. Ils localisent et interrogent Ian, qui reconnaît rapidement avoir fini l'échantillon à la place de son collègue. Ian est profondément choqué lorsque les policiers lui révèlent pourquoi Colin avait tout voulu éviter au niveau du dépistage. Le 19 septembre 1987, les enquêteurs se présentent au domicile de Colin et l'interpellent. Un prélèvement ADN est effectué immédiatement. L'analyse d'échantillons est sans appel. Le profil génétique de Colin correspond parfaitement aux traces retrouvées sur les deux victimes. Confronté à cette preuve irréfutable, Colin reconnaît sa culpabilité. Il avoue le meurtre des deux adolescentes et fournit aux enquêteurs des détails qui n'avaient jamais été rendus publics, confirmant ainsi la fiabilité de ses aveux. Le procès et la condamnation. Le procès de Colin s'ouvre en janvier 1988 dans le Crown Court de Leicestershire. Compte tenu de ses aveux complets et des preuves génétiques accablantes, la procédure est relativement brève. Colin plaide coupable de 2 meurtres. Le juge Jean-Louis Hébron prononce 2 peines de prison à vie, assorties d'une recommandation selon laquelle il ne devrait pas être libéré avant d'avoir purgé au minimum 30 ans de détention. Ian Kelly, qui avait fourni l'échantillon à la place de Colin sans connaître la véritable raison de cette demande, est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour entrave à la justice. Les circonstances atténuantes liées à son ignorance des crimes commis par Colin sont prises en compte par le tribunal. Un héritage scientifique et judiciaire mondial. L'affaire Colin Pitchfork a profondément et durablement transformé les méthodes d'enquête criminelle à travers le monde entier. Dans les années et les décennies qui ont suivi sa condamnation, la technique de l'empreinte génétique développée par le professeur Alec Jeffries a été adaptée à des forces de police de dizaines de pays. Des bases de données nationales d'ADN ont été créées. Des milliers d'affaires non résolues ont été rouvertes et élucidées grâce à cette technologie. L'affaire a également mis en lumière une réalité que les criminologues n'avaient pas encore pleinement mesurée. L'ADN peut non seulement prouver la culpabilité, mais aussi démontrer l'innocence. Richard Buckland, le jeune homme qui avait avoué sous la pression d'un interrogatoire et qui aurait très probablement été condamné sans l'intervention de la science génétique, a pu rentrer chez lui libre. Son cas a contribué à nourrir un débat important sur la fiabilité des aveux obtenus lors d'interrogatoires policiers et sur la nécessité de confronter systématiquement les témoignages humains aux preuves matérielles. La libération controversée et les années suivantes.
En 2021, après plus de 30 ans, Colin Pitchfork est libéré conditionnellement par la Commission des libérations sur parole britannique, au grand désarroi des familles des victimes et d'une large partie de l'opinion publique. Quelques mois plus tard, en novembre 2021, sa libération conditionnelle est révoquée après qu'elle a été signalée par les comportements jugés préoccupants à l'égard de jeunes femmes dans son voisinage. Il est réincarcéré. L'affaire continue ainsi d'alimenter les débats profonds sur les conditions de libération conditionnelle pour les crimes violents et sur la capacité réelle à évaluer les risques de récidive. L'histoire Colin Pitchfork est à bien des égards une histoire à plusieurs niveaux. C'est d'abord une histoire de tragédie humaine, 2 adolescents tués, 2 familles brisées, une communauté traumatisée pendant des années. C'est ensuite une révolution scientifique, la naissance opérationnelle du profilage ADN dans le cadre d'une enquête criminelle réelle avec tout ce que cela implique pour l'avenir de la justice dans le monde entier. Mais c'est aussi une leçon de psychologie humaine. Colin avait réussi l'impensable, contourner le premier grand dépistage ADN de l'histoire. Il avait manipulé un collègue, falsifié des documents, trompé la police pendant des mois. Et tout cela s'est effondré non pas à cause d'une avancée technologique supplémentaire, non pas à cause d'une erreur commise sur une scène de crime, mais à cause d'un homme qui, dans un pub, n'a pas pu s'empêcher de raconter une histoire qui aurait dû emporter avec lui dans la tombe. La science avait ouvert une porte, c'est la nature humaine qui l'a franchie. Donc voilà, voici mes 2 vidéos sur les crimes maladroits. Donc je vous laisse là-dessus en vous disant entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye!